Le Premier ministre reçoit le ministre sénégalais de l'élevage et des productions animales, les relations de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal et les moyens de les renforcer davantage au menu de l'entretien. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement entame une visite d'information du chantier du projet au nord de la ville d'Alleg. Le ministre de la Jeunesse et des Sports inaugure au Gorgol le guichet de l'Agence nationale de l'emploi privé. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal, a reçu aujourd'hui à Nouakchott le ministre sénégalais de l'élevage et des productions animales, Monsieur Ali Saleh Diop, actuellement en visite en Mauritanie. La rencontre a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal et les moyens de les renforcer davantage. La rencontre s'est déroulée en présence de Monsieur Dioul Zeyn, ministre du Développement rural, Madame Aïcha Val-Vergès, directrice de cabinet du Premier ministre, Monsieur Mohamed Yahya Ould Ahmedou, chargé de mission au cabinet du Premier ministre, Son Excellence Monsieur Moustapha Ndour, ambassadeur du Sénégal accrédité en Mauritanie. Et à sa sortie d'audience, le ministre sénégalais de l'élevage et des productions animales a fait la déclaration suivante, écoutons-le. De préparer ce qu'on appelle la tabaski. Dans de pareilles occasions, le Sénégal envoie une délégation ici pour voir avec les autorités mauritaniennes dans quelle mesure une telle opération pourrait se passer dans de très bonnes conditions. Je dois dire à l'entame que nous avons été toujours appuyés, accompagnés par la République sœur de Mauritanie dans le cadre effectivement de cette activité-là. Et à la veille de l'édition 2021, Son Excellence le Président Macky Sall a eu à prendre une directive majeure allant dans le sens de supprimer l'ensemble des taxes et droits pour le cheptel mauritanien qui entrerait au Sénégal sur une période de 90 jours. Dans le même ordre d'idée, il a instruit les ministres que nous sommes, chargés de l'élevage, en premier moi-même, de la sécurité, de l'eau, de la santé, des collectivités territoriales et des transports, de faire en sorte que l'édition de 2021 soit une réussite totale, tant du point de vue de l'assouplissement de l'ensemble des autres, disons, mesures, comme par exemple le contrôle routier au strict nécessaire pour permettre à nos opérateurs des deux pays véritablement de jouer leur rôle dans le cadre des échanges déjà fructueux entre nos deux États. Et donc, je dois dire que cette mission qui m'a amené ici, je dois déjà avouer que ça a été une réussite totale. Toutes les mesures vraiment ont été prises en rapport avec les organisations professionnelles qui, lors de la réunion de ce matin, ont magnifié ces directives du chef d'État sénégalais et qui se sont engagés massivement à accompagner le Sénégal dans cette activité-là pour la réussite de la Tabaski 2021. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a tenu une réunion aujourd'hui, présidée par M. Cheikh Ould Bahia, président de l'Assemblée, en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. El Mrabout Ould Bouaneh. La réunion était l'occasion d'examiner 2 projets de loi qui lui ont été soumis par des comités techniques spécialisés pour études préliminaires avant d'être présentés en séance plénière. Le premier projet de loi comprend le règlement final du budget de l'État pour l'année 2019. Le deuxième projet de loi concerne les services de paiement électronique.
L'Institut pédagogique national de Nouakchott a abrité ce matin un atelier de formation destiné à passer en revue les mécanismes et procédures relatifs à l'organisation des examens et concours nationaux. Cet atelier d'une journée organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation et de la réforme vise à discuter des voies et moyens les meilleurs pour améliorer le niveau d'organisation des examens et examiner les étapes à suivre pour atteindre cet objectif. Le point avec Amina Khlil. L'organisation des examens et concours nationaux et leurs modalités ont fait l'objet de l'atelier qui a regroupé les différents acteurs pédagogiques. L'objectif est de proposer les meilleurs moyens permettant la transparence dans la tenue des examens. Le secteur de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a mis la lumière sur les dysfonctionnements constatés dans le système éducatif afin de leur trouver les meilleures solutions. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Mel'ainin Ouleyi, a, lors de son mot pour l'occasion, exposé les problèmes liés au secteur des examens et concours. Il a énuméré une série de dysfonctionnements spécifiques et leurs solutions. Ces dysfonctionnements sont liés essentiellement à l'élaboration des listes des participants au niveau de l'enseignement public et privé. Un tel problème entrave, dit le ministre, à l'application des textes régissant les examens. Autre problème constaté, le déplacement de plusieurs candidats vers des centres d'examen déterminés en quête de meilleures chances de réussite. Et enfin, les tentatives de tricherie qui n'ont épargné ni les élèves, ni les parents d'élèves, ni même certains enseignants et membres du jury. La correction des examens, poursuit le ministre, a elle aussi eu sa part de critiques. Il a été arrêté à ce sujet l'obligation de se conformer strictement aux textes et lois régissant les examens, la précision dans l'élaboration des listes des participants et le blocage du transfert des candidats entre les centres d'examen. Un examen préparatoire a également été tenu pour identifier les candidats libres qui ne pourront dorénavant se présenter qu'à partir des chefs-lieux de wilaya. Ces mesures et leur application stricte aura largement contribué à la lutte contre les irrégularités constatées par rapport aux examens. D'autres solutions additionnelles ont également été proposées par les spécialistes du ministère, des solutions qui correspondent aux critères techniques requis dans le domaine. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration a assisté à distance aujourd'hui à Nouakchott à la conférence internationale du travail de Genève organisée par l'Organisation internationale du travail dans sa 109e session. La conférence virtuelle a procédé à l'élection du bureau de la conférence. Mohamed Al-Khattab nous en dit plus. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration, M. Kamara Saloum Mohamed, a assisté par visioconférence à partir de Nouakchott à la réunion préparatoire de la 109e session de la Conférence internationale du travail de Genève, organisée par l'Organisation internationale du travail. La réunion, qui était initialement prévue en juin 2020, a été reportée en raison de l'avènement de la pandémie de la COVID-19, regroupe les gouvernements des pays membres de l'Organisation internationale du travail, les travailleurs et les employeurs. Elle a pour but d'appliquer les conventions et les recommandations au niveau national, d'examiner les rapports que les gouvernements des États membres sont tenus de soumettre et d'adopter la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. L'occasion pour le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration, M. Kamara Saloum Mohamed, d'appeler son staff présent, les travailleurs et les employeurs, à participer activement aux échanges de cette conférence. Je vous invite à prendre part activement, je répète toujours, à cette conférence pour qu'on puisse apporter réellement une meilleure condition de vie à nos travailleurs qui sont aujourd'hui la part essentielle au développement du pays. Il importe de souligner qu'au cours de cette réunion, la première à se dérouler virtuellement, notre pays prend part à l'élection du conseil d'administration de la Conférence internationale du travail, son président et ses 3 vice-présidents qui représenteront les groupes des gouvernements, celui des employeurs et celui des travailleurs. Selon le directeur du travail, Cheikh Sidi Aoul Hamoud, cette conférence tripartite gouvernement, employeurs, travailleurs aborde les questions de la protection sociale, du retrait des conventions qui existaient, de l'approbation des protocoles ou des recommandations nouvelles.
Enfin, il faut souligner que la Conférence internationale du travail, qui constitue le plus grand rassemblement international dédié au monde du travail, regroupe des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs de 187 États membres de l'Organisation internationale du travail. Le ministre du Développement rural et le ministre sénégalais de l'élevage et des productions animales ont présidé ce matin une réunion dans les locaux de la Chambre mauritanienne de commerce, d'agriculture et d'industrie. La réunion devait statuer sur l'organisation du processus d'exportation des moutons de sacrifice dans notre pays vers le Sénégal pour la fête de Tabaski 2021. Notre pays fournira au Sénégal plus de 800 000 têtes de petits ruminants. Aminata Khan. Signature d'un accord dans le domaine de l'élevage entre notre pays et le Sénégal pour le bon déroulement de l'Aïd al-Adha 2020 correspondant à l'an 1442 de l'Hégire. Les gouvernements des deux pays ont annoncé la mise en place d'une série de mesures sur les plans administratifs, commerciaux et sanitaires dans le but de faciliter l'activité des éleveurs. S'exprimant à cette occasion, le ministre du Développement rural, Di Woulzen, a indiqué que le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'élevage entre notre pays et le Sénégal est notoire, indiquant que l'importation des moutons se fera en toute sécurité et dans les conditions de santé requises, indiquant que toutes les mesures nécessaires ont été prises au niveau des frontières de la Mauritanie. Il cite Rosso, Bogué, Kéhédi, Toufndé, Sivi. Enfin, le ministre a indiqué que cette énième opération d'importation des moutons pour l'Aïd al-Adha va se dérouler dans de très bonnes conditions parce que sécurisée par des accords solides et fiables entre les deux États. Lui succédant, son homologue sénégalais a abondé dans le même sens et il a déclaré en substance. Ces relations historiques et multiformes entre nos deux pays sont tissées de longue date et ne cesse de se renforcer au fil du temps. À ce propos, il me plaît de rappeler les accords de coopération signés respectivement en 2006 et 2013 dans le domaine de l'élevage, à savoir le protocole d'accord réglementant la transhumance entre nos deux pays et le protocole d'accord de coopération dans le domaine de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et des productions animales. La gestion apaisée de la transhumance transfrontalière qui en découle à travers un comité paritaire et qui se réunit assez régulièrement en alternance est citée en exemple par les organisations sous-régionales comme la CEDEAO et le SILS. Je tiens à rassurer encore une fois les autorités et les opérateurs mauritaniens que son Excellence M. Macky Sall, président de la République, à travers sa lettre circulaire numéro 1467 PR SGPR TS-PPC du 6 mai 2021, a reconduit toutes les mesures pour faciliter l'exportation de moutons vers le Sénégal. Ainsi ont été décidés de part et d'autre un allègement des procédures de contrôle au niveau des points d'accès situés tout au long des frontières, l'aménagement de 41 points de vente dans la région de Dakar, la disponibilité et une offre suffisante en eau et en aliments de bétail, ainsi qu'un suivi sanitaire d'un bétail et surtout la sécurisation des personnes et des biens. Direction Aleg, capitale du Brakna, où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a supervisé l'avancement des travaux du projet d'approvisionnement en eau potable de la localité de Bouhdida. Au cours de cette visite, le ministre a exhorté les responsables des travaux à respecter les délais fixés pour la réalisation du projet. Bokar Baylava. La ville de Bouhdida au Brakna et les localités environnantes seront bientôt alimentées en eau potable à partir du champ captant de Bouhchiche. D'ailleurs, les installations pour stocker et transporter l'eau sont en cours de réalisation. Le programme est ambitieux, les moyens aussi. À cette occasion, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sid Ahmed Mohamed, s'est informé de l'état d'avancement de la réalisation des différentes installations
permettant ainsi à la ville de disposer désormais de l'eau potable à partir de ce champ captant jusqu'en 2050. Sur place, il a été édifié sur le niveau d'avancement et l'ampleur des travaux ainsi que les difficultés rencontrées dans la réalisation de ces installations hydrauliques. Et au terme de la visite d'information, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sid Ahmed Mohamed, a déclaré que les travaux se déroulent dans de bonnes conditions dans les différents axes. Il a souligné que de nombreux projets du secteur ont fait l'objet de financements nécessaires dans le cadre du programme prioritaire élargi du président de la République. Le projet d'alimentation de la ville de Bouhdida en eau potable et l'usine de traitement des eaux de surface de Bogué font partie de ce programme. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a en outre indiqué que le programme comprend la construction de 25 barrages dans toutes les vilayas du pays, précisant que ces projets donneront une forte impulsion au secteur. Pour rappel, le projet d'approvisionnement de la ville de Bouhdida en eau potable sera effectué à partir de l'un des puits du champ captant de Bouhchicha qui produira 1200 mètres cubes par jour. Les travaux du projet comprennent la construction d'un château d'eau de 500 mètres cubes et la mise en place de tous les équipements électriques nécessaires pour permettre le pompage de l'eau. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication a organisé aujourd'hui à Nouakchott, en coopération avec l'UNESCO, représenté par l'Institut national de planification de l'éducation, Pôle de Dakar, un atelier les 19 et 20 mai dans le cadre de la stratégie du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le point avec Abdoul Adamaba. Cet atelier rentre dans le cadre de la mise en place d'une stratégie de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la période 2021-2030. Il a été initié par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication en collaboration avec l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, représentée par l'Institut international de la planification de l'éducation. Ces rencontres rentrent dans l'optique de l'accord signé entre le département de l'enseignement supérieur et l'UNESCO pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie au profit de ce secteur. Sidi Ould Saleh, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, a dans ce cadre énuméré un certain nombre de mesures qui ont été prises cette année, dont le démarrage des activités de l'autorité mauritanienne pour la qualité de l'enseignement supérieur qui a été transformée en une institution publique à caractère administratif afin de renforcer ses capacités. En plus de la création d'un centre de recherche virtuel à l'Université de Nouakchott à la Syrie, entre autres. Le directeur des stratégies et de la programmation chargé de la préparation de la stratégie de développement du secteur de l'enseignement supérieur, Mohamed Benyouk, a pour sa part souligné que des experts nationaux, internationaux et spécialistes de la question participent à l'élaboration d'un modèle de simulation se rapportant au coût de l'enseignement supérieur dans notre pays. Le résultat d'un diagnostic antérieur qui a été élaboré a été spécifié. Kofi a souligné un certain nombre de points. Il a rappelé effectivement le diagnostic qui avait été réalisé en commun en 2017 et je retiendrai quand même l'un des points essentiels de ce diagnostic qui est malheureusement, comme vous le savez, un peu inquiétant et qui concerne le chômage des diplômés qui quittent l'enseignement supérieur et notamment l'université dans ce pays. Il y a effectivement un écart entre les formations produites et les besoins du système économique mauritanien. Et je pense que l'un des premiers objectifs qu'il nous faut poursuivre, c'est d'essayer de rapprocher le système d'enseignement supérieur et le marché du travail et le système économique. Afin de bâtir le futur de l'enseignement supérieur, nous nous sommes servis d'un outil qu'on appelle le modèle de simulation de l'éducation et de la formation en Mauritanie. Et cet outil nous a permis de simuler pour les différents établissements d'enseignement supérieur la quantité d'étudiants que nous pouvons accueillir. Cela nous a permis également de tenir compte des contraintes majeures que nous avons pu identifier au niveau de l'état des lieux. Une des contraintes, par exemple, qui est l'efficacité interne liée à la qualité de la formation. Cet atelier s'étale sur 2 jours.
Activité ministérielle toujours avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, qui a supervisé la signature d'un accord de partenariat et de coopération entre l'autorité mauritanienne pour la qualité de l'enseignement supérieur et celle du Sénégal. Cet accord a pour objectif l'échange d'expertise et des expériences entre les deux autorités dans les domaines de la recherche scientifique et académique. Le point avec Amina Khalil. La convention de partenariat signée entre l'autorité mauritanienne d'assurance de la qualité de l'enseignement supérieur donne le coup d'envoi des activités de cette institution et vise l'échange des expériences, l'évaluation et le développement des programmes de formation dans les institutions d'enseignement académique afin de garantir la qualité de l'enseignement supérieur et le développement du système national de recherche scientifique. Le lancement officiel des activités de l'AMAKES intervient aujourd'hui après l'élaboration et l'approbation d'outils et de procédures conformes aux normes et aux bonnes pratiques internationales. Il s'agit notamment d'un référentiel d'évaluation des programmes et d'un référentiel d'évaluation institutionnelle qui serviront de base aux auto-évaluations et aux évaluations externes qui seront effectuées dans le cadre des procédures et mécanismes d'assurance qualité à mettre en œuvre pour le maintien et l'amélioration de la qualité et de la performance du système national d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. J'ai saisi cette occasion pour inviter la direction de l'AMAKES, les chefs d'établissement, les responsables académiques et pédagogiques, les responsables des cellules internes d'assurance qualité et l'ensemble des parties prenantes à travailler ensemble pour instaurer, promouvoir et enraciner la culture de la qualité au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et de nos structures et organismes de recherche. Je suis par ailleurs convaincu que l'accord de coopération qui vient d'être signé entre nos deux instances contribuera fortement au renforcement de cette collaboration. De son côté, le secrétaire exécutif sénégalais de l'Autorité nationale de l'assurance de la qualité de l'enseignement supérieur et de l'innovation, M. Lamine Gueye, a apprécié le partenariat qui aura ses effets positifs sur l'enseignement dans les deux pays. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, qui renouvelle son engagement pour le développement de la coopération exemplaire entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, coopération qui, vous le savez, date depuis des siècles. Je voudrais aussi remercier M. le ministre Sidi Salem d'avoir bien voulu rehausser par sa présence la cérémonie de signature du protocole d'accord entre l'AMAKES et l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du Sénégal, ANAQ-SUP. La présente convention marque les débuts d'une ouverture et d'un partenariat entre le système éducatif national et ceux des pays voisins et de la sous-région. Autre ministre, autre lieu, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a procédé à l'inauguration du guichet de l'Agence nationale pour l'emploi privé à Kaédi. Ce guichet permettra la création de nombreuses opportunités d'emploi pour les jeunes. Amina Sakan. C'est le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Oulsid Ahmed, qui a coupé en personne le ruban symbolique, donnant ainsi le coup d'envoi des opérations du guichet unique. Ces guichets constituent un nouveau départ pour un service public capable de contribuer efficacement à la création de l'emploi. S'exprimant, le directeur de l'Agence nationale de l'emploi, Beitallah Ould Ahmed Leswed, a souligné que l'emploi constitue l'un des leviers principaux pour lutter contre la pauvreté, réaliser la croissance, la prospérité, la stabilité et réduire les inégalités en vue d'instaurer une justice sociale durable. Ajoutant que la mise en place d'une structure publique solide contribuera au rapprochement des services de leurs usagers et à nouer des liens solides avec tous les acteurs et intervenants dans le but d'atteindre les objectifs escomptés. Lui succédant, le représentant de l'Union européenne a souligné que les guichets emploi Tashril sont en grande partie le fruit d'un partenariat multiforme entre l'Union européenne et l'agence Tashril et le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse et des Sports. Cette initiative, c'est le résultat d'un appui multiforme de l'Union européenne en accompagnement aux efforts du ministère de Tashril. Mais le partenariat va au-delà. Il doit impliquer aussi tous les partenaires
Et il doit impliquer surtout aussi donc, les secteurs privés, les autorités locales, vous avez un rôle fondamental, les institutions de formation. Donc c'est vraiment là, aujourd'hui, je pense que ces guichets, ça doit être vraiment au cœur du partenariat. Ça doit être les lieux de rencontre, les moteurs de ces partenariats au niveau territorial. Et il doit fédérer aussi tous les appuis de tous les partenaires. Et donc, je pense que c'est le cas. Et le dernier mot que je voulais dire, c'est les schémas. Je pense qu'aujourd'hui, on marque un pas important, un pas très important, mais c'est un pas dans un long schéma, un schéma qui n'est pas facile, une route qui n'est pas goudronnée. Et vraiment, voilà, l'emploi ne se décrète pas, surtout un emploi digne qui permet de travailler en sécurité et de gagner sa vie dignement. Il est à noter qu'au final, plus de 50 teshkils seront ouverts sur toute l'étendue du territoire national, d'abord avec la couverture des chefs de lieu, puis des zones, de manière à assurer des services de proximité à tous les chercheurs d'emploi. Restons à Kaidi avec le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports toujours, qui a tenu une réunion avec le Wali du Gorgol en présence des autorités administratives, les élus et les représentants des associations de jeunesse et des organisations de la société civile. La réunion a été consacrée à présenter les axes de la nouvelle approche emploi du département pour la wilaya. L'emploi est le principal levier pour lutter contre la pauvreté et parvenir à la croissance. Ainsi, le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'est engagé dans un ambitieux programme pour répondre aux besoins des chercheurs d'emploi, notamment les jeunes. La mise en œuvre des guichets Tchril s'inscrit dans la droite ligne de cette stratégie. L'idée des guichets d'emploi, ce n'est pas uniquement quand tu viens, tu trouves un travail. Non. L'idée centrale, c'est de trouver l'information disponible, que vous soyez diplômé ou non diplômé. L'idée centrale des guichets d'emploi, que vous soyez écouté, que vous soyez orienté. Si vous avez un diplôme, qu'on vous dise quelles sont les chances que vous avez pour trouver un travail au niveau de la région ou au niveau national. Et si vous n'avez pas les chances de trouver un travail parce que votre diplôme ne correspond pas à la demande de l'emploi, du marché de l'emploi, que vous ne sortez pas découragé dessus, sans espoir, mais qu'on vous dise, venez là, ne perdez pas le temps, nous allons vous expliquer comment vous allez pouvoir vous insérer. Montez un projet, on va vous montrer comment on fait un business plan, comment on fait un plan de communication, de marketing, comment monter son projet. Et je voudrais saisir l'occasion aussi pour remercier nos partenaires qui sont avec nous, l'Union européenne, le projet Savir, le GIZ. Nous avons tous les partenaires qui sont là et qui nous accompagnent. De son côté, le Wali du Gorgol a souligné l'importance de cette rencontre, expliquant la pertinence de cette initiative du fait qu'elle implique plusieurs acteurs, notamment les organisations de la société civile et les associations de jeunes de toute la wilaya. Le président du conseil régional du Gorgol et le maire de la commune de Kaidi, respectivement Ba Amadou et Tahara Baradji, se sont appesantis sur l'importance de mécanismes à même d'aplanir les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés, saluant à juste titre les efforts énormes déployés par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports en faveur de la promotion de l'emploi des jeunes au Gorgol. La rencontre a été également émaillée par d'autres interventions. Toutes mettent l'accent sur la nécessité, sur la poursuite des efforts pour accompagner les chercheurs d'emploi dans leur parcours. D'ailleurs, l'assistance a eu droit à une présentation d'un exposé sur les tenants et les aboutissants des guichets Tchril qui seront implantés dans toutes les capitales des wilayas du pays. Retour à Nouakchott où le président de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem El Bouhoubaini, a visité ce matin le centre Al-Wafa de l'Association mauritanienne pour la santé des femmes et des enfants dans la Moukata'a d'El Mina. Au cours de cette visite, le président de la CNDH s'est entretenu avec les responsables. Il a écouté des explications détaillées sur les services fournis par le centre aux victimes de violences et de viols, son fonctionnement et les activités qu'il mène afin de soutenir et prendre en charge les victimes des violences en général. Il a également visité les salles du centre et l'aile de la ligne verte gratuite dédiée à la réception des plaintes et au signalement des cas de violence contre les enfants.
et les femmes. L'Académie de la diplomatie mauritanienne a accueilli aujourd'hui une conférence sur les 10 ans du service d'action extérieure de l'Union européenne. L'activité organisée en partenariat avec la délégation de l'Union européenne en Mauritanie entre également dans le cadre des célébrations de la Semaine de l'Europe. Mohamed El-Khattat. C'est pour raffermir les relations entre la Mauritanie et l'Union européenne que l'Académie diplomatique relevant du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger a organisé une journée européenne dans le cadre de la Semaine de l'Europe, traditionnellement célébrée chaque année ce 20 mai, mais ni cette année ni l'année dernière en raison de la pandémie de la Covid-19. L'Académie diplomatique, qui veut inscrire cette activité dans une tradition sous forme de colloques ou de programmes pouvant servir les étudiants de la filière diplomatique de l'École nationale de l'administration, a invité à cette manifestation des diplomates européens, des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ainsi que les services concernés par les dossiers de la coopération. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ahmed Sidi Ould Ahmed Dieu, a indiqué que l'organisation de cet événement se veut être le début d'une tradition annuelle au niveau de l'Académie diplomatique afin de consolider le partenariat exemplaire entre la Mauritanie et l'Union européenne. Il a par ailleurs estimé que les relations avec l'Union européenne dépassent le cadre d'une coopération simple. Elles s'inscrivent, dit-il, dans une dynamique constructive dans de nombreux domaines socio-économiques notamment, et a souligné que l'Union européenne est un partenaire principal dans la marche du pays vers le développement. De son côté, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, son Excellence M. Giacomo Dorazzo, a indiqué que la relation stratégique que son institution entretient avec notre pays va se poursuivre sous un autre format. En effet, un programme indicatif multi-annuel a été mis en place pour une durée de 6 ans, 2021-2027. Ce programme indicatif multi-annuel sera déployé, dit-il, avec 3 axes prioritaires. Il s'agit du renforcement du développement humain, de la transition vers l'économie verte et bleue, la gouvernance. Avant de terminer, le diplomate européen a annoncé que les négociations pour un nouvel accord de pêche Mauritanie-Union européenne qui se déroule en Espagne avancent bien. Il importe de souligner qu'avec 485,25 millions d'euros injectés en Mauritanie en 2020, l'Union européenne est le premier partenaire de notre pays. Cette journée de l'Union européenne, qui a été célébrée sous le thème 10 ans de service européen d'action extérieure, a été l'occasion pour l'ambassadeur-chef de l'Union européenne de faire un exposé sur l'Union européenne, ses institutions et son partenariat avec la Mauritanie. Vraiment, merci beaucoup pour avoir organisé cette opportunité, parce que nous, traditionnellement, faisons toujours une semaine de l'Europe, mais cette année et l'année dernière aussi, à cause de la Covid, nous n'avons pas fait d'activité. Et donc, c'est un peu grâce à vous qu'au moins cette année, nous avons pu faire cette présentation. Donc, concernant le plan de l'exposé, je parcourrai rapidement les institutions de l'Union européenne. Vous présenterez donc le Service européen pour l'action extérieure, qui est une des dernières institutions à créer en Europe. Quels sont l'état de nos relations entre l'Union européenne et les pays partenaires, les pays extérieurs, les nouvelles priorités de la Commission et la mise en place d'un nouvel instrument de financement et de coopération internationale. Quelques mots sur le partenariat européen entre l'Union européenne et la Mauritanie pour terminer sur quelques conclusions. La rencontre a aussi été marquée par la projection d'un film sur les relations de la Mauritanie avec l'Union européenne de l'indépendance à nos jours. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a supervisé aujourd'hui la cérémonie de signature d'un mémorandum de coopération entre l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie et la Fédération mauritanienne de football. Cette convention vise à faire de la Mauritanie une destination attrayante pour les investissements. Abdoulaye Damaba.
Cette convention a pour objectif de faire de la Mauritanie une destination attractive et favorite pour les investisseurs et la vendre afin de capter le maximum d'investissements nationaux et étrangers. L'Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie compte positionner notre cher pays comme destination attrayante pour les investissements directs étrangers a comme mission première de faire rayonner le pays à l'international. Nous avons débuté nos activités il y a peu. Et lorsque le moment était venu de réfléchir à des choix de symboles nationaux sur lesquels nous pourrions nous appuyer pour faire passer nos messages à l'étranger, les Mourabitoun étaient un choix évident. Avec leur qualification récente pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et leur participation aux éliminatoires pour la Coupe du monde arabe au Qatar, nos Mourabitoun s'imposent ainsi parmi les compétiteurs sur la scène internationale. Je suis donc ravie qu'aujourd'hui, nous formalisions ensemble notre collaboration par la signature de cet accord qui, sans doute, servira à faire rayonner notre message. Avec le hashtag Invest in Mauritania, nous véhiculerons au monde que la Mauritanie est ouverte pour les affaires. Le président de la Fédération mauritanienne de football, FFRIM, Ahmed Ould Yahya, a indiqué que la sélection nationale constitue un symbole de souveraineté et le meilleur ambassadeur du pays, ce qui conclut-il en fait un vecteur de développement. Après les allocutions de maillot de l'équipe nationale avec la mention du hashtag Invest in Mauritania ont été remis à la directrice générale de l'APIM. L'école polytechnique supérieure a accueilli ce matin les travaux de l'Assemblée générale de l'Association des anciens combattants et retraités de l'armée nationale. L'ordre du jour de la réunion comprenait l'élection d'un nouveau bureau pour l'association. C'est ainsi qu'à l'unanimité, le médecin à la retraite, le colonel Barrow Suleiman, a été élu président du bureau. Dans son discours à cette occasion, le nouveau président de l'association a affirmé l'engagement de son bureau à travailler pour réaliser les aspirations des associés, à adopter une nouvelle stratégie afin d'améliorer les performances de l'association et créer des projets générateurs de revenus. L'association des anciens combattants et retraités de l'armée nationale a été créée en 2011. Le nombre de ses membres est 13 000 adhérents. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 54 nouveaux cas de contamination, 12 guérisons et 0 décès. Le directeur général de la santé publique au ministère de la Santé a fait le point de la situation hebdomadaire dans le pays. Écoutons-le. Chers citoyens, voici la situation épidémiologique pour la semaine passée, marquée par la notification de 212 nouveaux cas de Covid sur l'ensemble du territoire national, dont 211 cas communautaires. On a noté également 224 guérisons et, alhamdoulilah, on n'a pas enregistré de décès au cours de la semaine dernière. Alors, les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les régions. Un cas au Hod Sharqi, un au Hod Larbi, 10 à Nasaba, 8 au Gorgol, un cas au Brakna, 4 au Trarza, un cas à Nadrar, 81 au Guidimaka, 30 à Nouadhibou, un cas au Trarza, 3 en Nishiri, 10 à Nouakchott Nord, 38 à Nouakchott Ouest et 23 à Nouakchott Sud. Le nombre total de cas actifs ce jour est de 330, dont 19 avec des signes légers et 6 en situation grave. Ainsi, le total de cas depuis le début de la pandémie a atteint 18 957 cas, dont 9 659 de cas communautaires, 195 importés. Le nombre de guérisons a lui atteint 18 197, alors qu'on déplore 457 décès. Les tests au cours de cette semaine étaient au nombre de 6 457, tous des tests de dépistage, répartis entre 4 562 tests rapides et 1895 tests de PCR. Ils se répartissent comme suit entre les régions: 2933 au niveau de Nouakchott-Ouest, 760 au Guidimaka, 660 à Nouadhibou, au Hod Sharqi 571, en Nishiri 479,
au Trarza 199, au Houd el-Gharbi 164, 160 tests à Nasaba, au Brakna 147, Gorgol 98, à Nouakchott Nord 89, 82 à Nouakchott Sud, 55 à Nadrar, 49 au Trarza et 11 tests au Tagan. Ainsi, le total de tests effectués depuis le début de la pandémie a atteint 301 576 tests, dont 272 555 tests de diagnostic répartis entre 184 006 tests rapides et 88 549 tests de PCR. Retour à l'intérieur du pays, plus précisément à Aïoun, la capitale du Houd el-Gharbi, qui a abrité la cérémonie d'inauguration du siège officiel de la Fédération nationale de l'artisanat et des métiers. Cette inauguration intervient après l'élection d'un nouveau bureau national et des bureaux régionaux au niveau de la Chambre de l'artisanat et des métiers. Mariam Marjoub. Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration a organisé aujourd'hui à Aïoun, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, la cérémonie de lancement d'un atelier sur la régulation de la main-d'œuvre et leur intégration au marché du travail. Cet atelier, qui a pour objectif l'élaboration de la base de données pour l'organisation de la main-d'œuvre étrangère dans le cadre du projet Appui à la migration équitable pour le Maghreb. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Houd el-Gharbi, M. Mohamed El-Mustafa Ould Tayyah, a, au nom du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration, souligné l'importance de cet atelier qui entre dans le cadre du projet Appui à la migration équitable au Maghreb visant à la collecte de données dans le cadre de l'étude sur les opportunités de régulation de l'intermédiation privée transfrontalière sur le marché mauritanien du travail. À son tour, le coordinateur de l'Organisation internationale du travail dans notre pays a salué les efforts menés par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration en matière de leurs interventions dans le domaine du travail et de la migration. Elle a remercié également les autorités administratives quant au bon déroulement de l'atelier. 4 wilayas, en l'occurrence le Houd el-Gharbi, le Guidimara, le Trarza et Dakhlet Nouadhibou, bénéficient de cet atelier de concertation et d'échange sur les stratégies et les voies et moyens d'organisation de la main-d'œuvre étrangère. L'inspecteur régional du travail dans la wilaya de Houd el-Gharbi, M. Mustafa Ould Baba, a déclaré que cet atelier vient après une série d'ateliers œuvrant pour l'organisation de la main-d'œuvre afin de l'intégrer dans le marché du travail dans les 4 wilayas. Les résultats de cet atelier de concertation sur la création d'une base de données sur la régulation de la main-d'œuvre seront pris en compte. À Nouadhibou, les rideaux sont tombés sur les travaux de l'atelier de présentation d'un guide de gestion des crises aux frontières. Ont démarré aujourd'hui. L'activité est organisée par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation en collaboration avec l'Organisation internationale pour la migration au profit des autorités frontalières au niveau des wilayas de Dakhlet Nouadhibou et du Tirs Zemour. Le point avec Najiya Jekani. L'atelier de la gestion des crises s'est déroulé à Nouadhibou. Au cours de la cérémonie d'ouverture, l'ordre du jour a porté sur un certain nombre de thèmes. À cet effet, des commissions régionales ont été mises en place pour la gestion des crises au niveau des wilayas de Dakhlet Nouadhibou et de la wilaya du Tirs Zemour, en application de l'arrêté du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Cet atelier a été l'occasion pour les walis M. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Fall, wali de Dakhlet Nouadhibou, et le wali du Tirs Zemour, M. Selmou El Sidi, de rappeler l'importance de ces missions en période de catastrophe et dans le cadre du développement de la coopération régionale. Les exposés présentés au cours de cet atelier ont porté sur la définition et les composantes du manuel de procédure appliqué par les pays voisins. Les participants ont discuté et débattu des résolutions et des solutions des mesures qui ont permis aux autorités régionales la maîtrise des frontières, particulièrement en ce qui concerne Dakhlet Nouadhibou et le Tirs Zemour. Quant au wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Fall, il a également précisé que cet atelier vise à résoudre les catastrophes. Il a loué les exposés présentés qui avaient pour but la gestion des crises. Cet atelier s'est déroulé en présence des différents secteurs responsables des frontières et de la gestion des crises qui exercent la politique du développement des zones ciblées.
ce qui entre dans le cadre du rapprochement de l'intérieur et de la décentralisation avec la sécurité et du développement. Les participants ont mis l'accent sur l'importance de cet atelier quant à la migration et à la gestion des crises. L'atelier de la gestion des crises renforce les compétences des participants et permet la rapide intervention au niveau des frontières, particulièrement au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou et de la wilaya du Tiris Semour. Rosso a vu la sortie d'une promotion d'étudiants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les étudiants sont formés sur la conduite, l'entretien de machines agricoles et leur réparation. Le point avec Hourul Mouileh. L'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Rosso a abrité la cérémonie de remise des diplômes à 75 étudiants formés à la conduite et à la réparation de machines agricoles tombées en panne. Le directeur de l'école de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Mohamed Leminou Lihdi, a indiqué que cette formation est le fruit d'un accord de partenariat entre l'Union nationale des agriculteurs et l'école d'enseignement technique. C'est sur la base de cet accord que des demandes nous ont été, dit-il, émises pour former des chauffeurs dans le cadre de l'amélioration de la production agricole. Les superviseurs de la formation ont affirmé que les diplômés sont prêts à intégrer le marché du travail. Ils ont reçu une formation intensive leur permettant de travailler dans leur domaine de spécialisation respective. Quant aux bénéficiaires de la formation, ils ont exprimé leur satisfaction d'avoir acquis des connaissances qui leur permettront d'obtenir un emploi et donc d'être indépendants financièrement. Le parti RFD a rendu public cet après-midi à Nouakchott une déclaration de soutien à Al-Aqsa. La déclaration a été lue par le président du parti, M. Ahmed Ould Daddah, qui a déclaré le soutien de son parti à la mosquée sainte Al-Aqsa et au peuple palestinien qui fait face actuellement à une agression israélienne. Il a dit sa condamnation des crimes commis par l'ennemi sioniste dans la bande de Gaza et martelé sa condamnation de ce qui se passe en Palestine. Le président du RFD a lancé un appel au peuple épris de paix de soutenir la Palestine. Sur ce s'achève ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le Premier ministre reçoit le ministre sénégalais de l'élevage et des productions animales, les relations de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal et les moyens de les renforcer davantage au menu de l'entretien. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement entame une visite d'information du chantier du projet au nord de la ville d'Alleg. Le ministre de la Jeunesse et des Sports inaugure au Gorgol le guichet de l'Agence nationale de l'emploi privé. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.